Et j'aimerais introduire la dernière intervenante de cette journée, notre grande invitée, donc Christiane Taubira. Députée de Guyane. Elle fut députée de Guyane, députée européenne, évidemment garde des Sceaux, ministre de la Justice. Elle est docteure honoris causa de l'Université de Wisconsin-Milwaukee, de l'Université libre de Bruxelles et de l'Université de Genève. On la connaît bien sûr pour son combat et son action qui a permis la loi ouvrant le mariage aux couples homosexuels, mais elle a aussi évidemment défendu de nombreux autres combats sur les mines antipersonnelles, la loi reconnaissant la traite négrière et l'esclavage comme crime contre l'humanité, la loi reconnaissant les effets des essais nucléaires sur les populations civiles et les militaires, et la réforme sur les politiques pénales et carcérales, la modernisation du cadre législatif de lutte contre la corruption et le blanchiment d'argent, et la création du parquet national financier, entre autres. C'est donc un immense honneur de vous avoir avec nous, non seulement là pour le propos conclusif, mais aussi merci beaucoup d'avoir assisté à l'intégralité de nos débats aujourd'hui. Et c'est important pour nous d'avoir évidemment une et des ministres des droits des femmes avec nous, mais aussi extrêmement important, vu le sujet, d'avoir des ministres de la justice, et qui d'autres sinon vous. Donc merci. Je vais peut-être monter là, d'ailleurs. C'est réglé. Ouais, merci. Merci Anne-Cécile, présidente de la Fondation des femmes. Merci de cet accueil, de ce rappel de quelques étapes de mes combats. J'ai l'impression d'avoir 150 ans. Bravo à toutes, Madame la Ministre, chère Laurence Rossignol. Mesdames, Messieurs, alors moi j'ai un gros problème, sérieusement. Lorsque la présidente de la Fondation des femmes m'a écrit pour me proposer d'assurer la locution de clôture de ses travaux, connaissant la qualité de la Fondation, de son travail. On m'entend mal ? Non, vous entendez très bien, mais il est tout serré. C'est très aimable. Ça, c'est une attention féminine. Féministe. Mais oui, mais féminine aussi. Et je vais m'en expliquer tout à l'heure. Parce que l'ambiance des travaux d'aujourd'hui aussi le dit très clairement. Donc c'est féministe au sens où c'est un choix en tant que tel, mais moi je suis absolument persuadée, c'est pour ça que je dis que le féminisme est un humanisme, je pense que c'est la culture féministe qui va changer notre culture générale. Et c'est en ce sens que je dis que c'est féminin d'avoir des réactions et des réflexes de cette nature. C'est féminin au sens politique du terme. Donc, lorsque Anne-Cécile m'a proposé de venir prononcer le discours de clôture, je dis par courtoisie, moi je me suis construit une éthique de vie depuis l'époque où j'étais étudiante et que je n'ai cessé de consolider. Je dis ça parce que j'ai perdu ma maman quand j'avais 16 ans, donc j'avais beaucoup de conseils et de postulats tant que j'étais enfant et pré-ado. Après, je n'ai plus personne au-dessus de ma tête, donc personne pour me conseiller. Mais la vie m'a conduite à me construire une éthique de vie. Et dans cette éthique de vie, il y a des règles pour moi qui sont essentielles. Et parmi celles-là, c'est le respect des autres quand les autres sont importants pour moi. Et donc, par courtoisie, j'ai répondu, oui, d'accord, mais je vais libérer mon samedi et assister à la totalité des travaux parce que je ne considère pas que ma parole serait légitime si je n'avais pas entendu tout ce qui se disait dans la journée et pour venir vous asséner un discours de clôture qu'évidemment j'aurais pu rédiger. Donc depuis ce matin, je suis là et j'ai été tellement à la fois enrichie, éblouie, réjouie par la qualité des travaux depuis ce matin que, bon voilà, alors c'est tout comme ça, puis c'est recto verso. Donc voilà, il n'y a pas de discours de clôture, il n'y en a pas. J'ai essayé, j'y ai cru jusqu'à 10h30 à peu près. Et j'ai compris après que je ne serais pas capable de vous présenter un discours de clôture parce qu'il y a eu des choses trop riches de présenter et débattues toute la journée. Mais c'est tant mieux. D'abord, c'est tant mieux pour moi parce que ça m'a permis d'entendre des choses intelligentes toute la journée. Ça m'a permis de me conforter dans le fait que j'en reviens à cette culture féminine. D'abord, nous avons toute la journée
exclusivement des femmes, c'est-à-dire qu'il y a là quand même une démonstration magistrale que sur des sujets sérieux, délicats, et en rassemblant des parcours, des profils, des expériences extrêmement différents, on fait avec 100% de femmes. Et je pense que ces démonstrations sont nécessaires. Elles n'ont rien d'hostile ni d'agressif, elles sont démonstratives en tant que telles, c'est-à-dire qu'elles nous rappellent dans la société que malgré tous ces obstacles, malgré des générations d'entraves, nous en sommes aujourd'hui avec un vivier de femmes en capacité de venir de parler de ces sujets sous des angles aussi divers, avec des parcours aussi différents, et en étant capable d'instaurer une ambiance qui va au-delà des désaccords. Moi, j'ai perçu, y compris physiquement parfois, j'ai perçu qu'il y avait de profondes divergences entre certaines intervenantes. Je l'ai perçu dans plusieurs tables rondes, mais c'est resté courtois, c'est resté attentionné. C'était des mouvements physiques, soit de surprise, soit de désapprobation, mais il n'y avait pas une trace d'hostilité. Et si nous arrivons à instaurer dans nos sociétés ce mode relationnel, oui, nous aurons démontré que le féminisme est un humanisme, c'est-à-dire que non seulement nous nous battons pour l'égalité, non seulement nous nous battons pour les droits des femmes, comme tu le dis, Laurence, mais nous nous battons pour des sociétés civilisées. Nous nous battons pour le progrès, nous nous battons pour l'épanouissement de chacun dans la société, nous nous battons pour la justice. Alors la justice, et évidemment c'est à ce titre que Anne-Cécile m'a invitée. La justice et le féminisme de la justice. C'est un vieux sujet, hein. C'est un vieux sujet. C'est un vieux sujet qui a surgi d'ailleurs avant les questions du sexisme, qui a surgi sur les questions d'autres formes de discrimination, aussi bien sur la République que sur la justice. Moi, je me souviens de débats, par exemple, sur il faut proclamer une République métisse parce que la société française est plurielle, c'est le produit de son histoire, et qu'il faut que la République cesse d'être aveugle, soi-disant indivisible, et qui ne voit pas, qui refuse de voir les discriminations. Et pour ma part, j'estime que la République, c'est la République. Alors, j'oserais vous dire que la justice, c'est la justice. Ça ne veut pas dire que c'est satisfaisant. On le sait, on l'a entendu encore aujourd'hui. Mais la justice, c'est la justice. C'est-à-dire que nous ne pouvons pas considérer que les dysfonctionnements que nous constatons deviennent la norme. Et qu'il faudrait corriger en introduisant un qualificatif. Il s'agit de veiller à ce que les institutions soient normales et qu'elles soient normées sur ce que nous sommes et non pas effectivement sur une longue généalogie machiste. Parce que les sociétés d'Amérique du Sud ne sont pas les seules sociétés machistes. En Europe, on trouve bien des sociétés machistes, même si c'est un machisme qui s'est déguisé sous l'universalisme. Moi, je suis très attachée à l'universalisme, mais pas celui qui prétend à la neutralité au motif et qui traduit cette neutralité par le masculin l'emporte sur le féminin. Et c'est en fait cela, cette empreinte. La généalogie de notre droit a été rappelée notamment par l'empreinte de Napoléon, qui est absolument incontestable. Il faut se rappeler que Napoléon disait que la femme appartient à son mari comme l'arbre et ses fruits appartiennent au jardinier. Donc, deux siècles plus tard, nous avons quand même dans notre arsenal juridique des codes qui sont inspirés de ça. Donc, on ne peut pas nier qu'il y a des traces, des empreintes, des stigmates de cette conception de l'organisation du droit et des règles dans notre société à partir de cette vision de la société et à partir notamment de cette vision de la moitié de la société. Donc, est-ce que la justice doit être féministe ? La justice doit être juste, en effet. Mais il est certain que les lois n'apportent pas de satisfaction suffisante pour que entre dans les décisions de justice de façon plus massive, de façon plus rationnelle, de façon plus normale, la réalité des violences sexistes et sexuelles. Parce que ces violences sont massives, on le sait, et on sait qu'elles touchent absolument tous les milieux. Donc c'est un vrai sujet de société. Or, lorsqu'on regarde effectivement les statistiques de condamnation, on voit bien que soit il y a un dysfonctionnement
structurelle dans l'institution judiciaire, soit 90% des femmes de ce pays sont hystériques et mythomanes. Donc, il me paraît plus simple et plus logique et plus rationnel, justement, de régler le dysfonctionnement que d'essayer de guérir 90% de femmes hystériques et mythomanes. Donc, ça ne veut pas dire, parce qu'il y a des équations personnelles. Nous avons entendu la première présidente de Poitiers nous en parler. Il y a des équations personnelles, il y a des magistrates et des magistrats plus impliqués que d'autres. Il y a un volontarisme plus clair dans une partie du corps judiciaire. Ça, c'est absolument indiscutable. Mais l'institution doit fonctionner de façon systémique, de la même façon que les violences sexistes et sexuelles sont systémiques dans la société. Et c'est ainsi qu'on va surmonter. Alors, est-ce que ça veut dire qu'il faille de nouvelles lois ? Il en faut probablement, mais on sait bien que l'arsenal juridique, législatif, est relativement adapté à nos besoins. Donc, ce n'est pas là seulement que les choses doivent se passer. Et en qualité d'ancienne garde des Sceaux, moi, ce que je dois vous dire, c'est qu'il faut du volontarisme politique. Il faut du volontarisme politique, parce que les choses se passent aussi et parfois souvent dans les politiques publiques. Dans les politiques publiques. On ne peut pas se dédouaner, s'affranchir de ses obligations, c'est le pouvoir politique. S'affranchir de ses obligations au motif que la loi dit ça. Oui, la loi dit ça. Mais qu'est-ce qu'on fait pour que la loi soit connue? Qu'est-ce qu'on fait pour que la loi soit appliquée correctement? Qu'est-ce qu'on fait pour que la loi génère toute une série d'actes, d'actions, de moyens qui permettent de réparer le mieux qu'on puisse, on ne répare jamais totalement, de réparer le mieux qu'on puisse et de faire en sorte que nous changions effectivement de société. Un exemple pour illustrer. Lorsque nous sommes arrivés au gouvernement le 6 mai, élection le 6 mai, on a dû arriver le 10 ou 10 mai, ça faisait 8 jours que le Conseil constitutionnel avait annulé l'infraction de harcèlement sexuel. Donc le Conseil constitutionnel annule l'infraction, ça veut dire évidemment que toutes les procédures tombent. Lorsque le Conseil constitutionnel annule parfois des dispositions législatives, en tout cas des dispositions pénales, il arrive qu'il donne un délai, qu'il dise que le pouvoir exécutif ou législatif dispose de 2 mois, 3 mois pour remplacer ce texte de loi. Là, ça tombe, c'est un coup près, ça tombe. Si on n'a pas d'engagement militant, et c'est là qu'on va au-delà simplement de la loi et des dispositifs classiques, si on n'a pas d'engagement militant, on ne voit rien. On dit, bon voilà, il n'y a plus de harcèlement sexuel dans la loi, on va programmer, on va machin. Mais quand on a un engagement militant, on se dit, comment j'explique ça aux femmes? Comment j'explique ça aux victimes? Et c'est là où on peut aller au-delà. Et qu'on a le devoir d'aller au-delà. J'ai donc, moi, immédiatement diffusé dans les parquets et les parquets généraux une circulaire demandant rapidement la requalification des procédures. Ce qui évite que les victimes se retrouvent par une décision. Alors, je ne vais pas faire des gammes, la composition du Conseil constitutionnel, le président du Conseil constitutionnel. Est-ce qu'il a eu une petite alerte en lui disant « mais tu ne peux pas faire tomber comme ça des milliers de procédures, est-ce que ça signifie quelque chose pour toi, etc. » C'est marginal, c'est sans intérêt. Mais c'est l'engagement militant qui permet de se dire « mais c'est juste trop injuste, c'est juste insupportable. » On ne peut pas dire à ces milliers de femmes « ben voilà, il n'y a pas d'infraction, donc les procédures, on verra une autre fois. » Et il se trouve que les parquets généraux, je dois le dire, ont très vite réagi et donc effectivement ont repris des milliers de procédures, les ont requalifiées en agression sexuelle, en diverses choses, de sorte que ces affaires ont pu être jugées néanmoins. Donc ça veut dire qu'on peut, en dehors de la temporalité législative, on peut faire des choix. On peut faire le choix de former effectivement mieux. Nous avons fait une circulaire commune avec le ministre de l'Intérieur, donc pour la justice et la police, pour les conditions d'accueil dans les commissariats. Alors ça remonte, évidemment, je parle de 2013. Nous avons donc fait cette circulaire commune pour les conditions d'accueil, pour la formation. Nous avons mobilisé l'École nationale de la magistrature pour concevoir des modules de formation
pour former ces personnels de la police, de la gendarmerie, les personnels sociaux également, et bien entendu les magistrats. Pour ma part, je considère qu'il nous faut une juridiction, en tout cas un pôle judiciaire spécialisé. Non pas simplement des magistrats référents, non pas simplement des groupes dédiés par la bonne volonté des présidents de tribunaux judiciaires ou des premières présidentes et premiers présidents de ressort d'appel, non pas simplement ça, mais vraiment une justice qui soit un pôle spécialisé. On en a en matière de santé, on en a en matière de terrorisme, on en a en matière financière, Anne-Cécile le rappelait tout à l'heure, on en a sur l'environnement, même si c'est annexé à la santé. Donc nous avons des pôles, nous avons de la grande criminalité avec les GIRS, ce sont des pôles spécialisés. Ça veut dire quoi des pôles spécialisés? Ça veut dire d'abord une visibilité. Ça veut dire une visibilité. Donc, pour la responsabilité exécutive, il y a la question, évidemment, des orientations de politique pénale. Ensuite, ça veut dire des équipes, avec des équipes montées de façon cohérente, c'est-à-dire magistrats, magistrates, greffiers, greffiers, évidemment, mais également assistants de justice, mais également consultants ou contractuels spécialisés dans ces domaines. Et j'ai fait signer, par exemple, des conventions entre les juridictions et les universités. Je fais ça dans la loi qui s'est terminée en 2016, mais que j'avais préparée donc en 2014, 15 et 16, début 16. Donc il est possible de faire ça. Et c'est comme ça qu'on va basculer. Ça n'est pas en comptant sur l'équation personnelle dont je parlais tout à l'heure, de l'implication et de l'engagement de magistrates et de magistrats par-ci par-là, de la performance d'avocates et d'avocats. Ce n'est pas comme ça qu'on va affronter un phénomène de masse, puisque nous sommes devant un phénomène de masse. C'est donc effectivement avec un pôle judiciaire spécialisé auquel on affecte des ressources humaines de ces différentes catégories de métiers, auquel on affecte des moyens budgétaires, auquel on donne la possibilité de travailler sérieusement, c'est-à-dire qu'ils ne soient pas surchargés d'autres contentieux délictueux. S'interroger sur la justice, c'est évidemment se demander comment on fait écho aussi au reste du monde et comment on prend notre part dans la dynamique qui secoue le reste du monde. La Convention d'Istanbul a été très, très précisément et très exactement présentée dans ses lignes majeures. Alors, lorsque je suis arrivée, la Convention, elle date de 2011, il me semble. Elle date de 2011. Nous l'avons ratifiée en 2014. Il a fallu faire du forcing là aussi. Et ce forcing, il me paraissait d'autant plus nécessaire que la France a une image dans le monde. Et que lorsque la France ratifie une convention internationale, il y a une dynamique qui suit, c'est-à-dire qu'il y a toute une série de pays qui se dépêchent de ratifier et ça accélère le calendrier d'entrée en activité, donc en effectivité. Et donc nous l'avons fait en 2014. Sur l'action de groupe, j'ai entendu quelques propos aussi. Alors, l'action de groupe, je ne vais pas vous faire refaire les épisodes. On l'a fait d'abord en 2 fois, d'une part, et la deuxième fois de façon beaucoup plus consistante, très très difficile, au nom soi-disant de l'américanisation, le refus de l'américanisation de notre droit, au nom de « attention, on va fragiliser nos entreprises ». Moi, il m'est arrivé de répondre « on va fragiliser nos entreprises et nos administrations, notre État ». Il m'est arrivé de répondre que si les entreprises discriminent, il faut qu'elles soient sanctionnées, je suis désolée. Ce qui les fragilise, c'est de discriminer, ce n'est pas de sanctionner la discrimination. Et il m'est arrivé de répondre aussi, on m'a dit « mais tu ne te rends pas compte de ce que va être pour l'État si les fonctionnaires se mettent à… » J'ai dit « mais si l'État discrimine, il faut que l'État soit sanctionné ». Moi, je ne vois pas, il doit me manquer une case, mais je ne vois pas le sujet. Si l'État discrimine, l'État est sanctionné. Donc, mais il n'empêche que nous avons réussi. Ce qui me trouble, par contre, c'est que ce texte de loi qui date de 2014, le premier usage réellement date de 2019. Caisse d'épargne. Donc, c'est un cabinet d'avocats qui s'en est emparé, qui a suivi des procédures et qui a gagné, me semble-t-il. Des discriminations, ce n'est pas bouclé, ce n'est pas définitif. Donc, voilà, en 2022.
Voilà. Donc, est-ce que la justice, pour résumer et en revenir à la question centrale de ce colloque, est-ce que la justice doit être féministe? Je suis moi également attachée au principe du droit. Mais les principes du droit, ça ne peut pas être un cache-sexe. Les principes du droit, ça doit s'imposer sur tous les contentieux. Donc le fameux universalisme qu'on nous renvoie, cet universalisme, justement, il doit inclure les femmes. Et donc la loi doit bien apporter des réponses efficaces à ce contentieux massif qui frappe les femmes. Et c'est à cette condition qu'effectivement notre société va évoluer et va progresser. Les politiques publiques, le milliard, puisque les associations s'accordent pour dire qu'il faut ce milliard pour arriver à embrasser, mais peut-être qu'avec ce que j'ai entendu cet après-midi, il faudrait en monter au-dessus du milliard, parce qu'il faut une attention particulière, effectivement, pour les zones rurales. C'est la question croisée des services publics, c'est la question croisée de l'égalité d'accès à l'éducation et à tous les grands services. C'est ça la problématique. Donc la justice ne peut pas y échapper. Elle ne peut pas, en se drapant dans sa noblesse et son hermine, considérer qu'on ne peut pas l'interroger. Oui, on peut l'interroger. Oui, on doit l'interroger. Oui, elle doit s'interroger. C'est la condition pour que nous continuions à lui faire confiance. Si elle ne s'interroge pas, si le pouvoir exécutif ne prend pas les mesures, ne met pas en place les dispositifs nécessaires, nous allons cesser d'avoir confiance. Or, si nous cessons d'avoir confiance, c'est quand même très, très préjudiciable, et notamment pour les plus vulnérables. La justice, c'est la colonne vertébrale de la démocratie. Si, dans notre état de droit, la justice est affaiblie, ce sont les plus faibles qui le paieront d'abord. Les plus puissants parviendront toujours à négocier. Ils parviendront toujours à trouver un interlocuteur dans l'institution ou hors de l'institution. Ils arriveront toujours à faire solder leur contentieux. Ce sont les plus vulnérables qui seront fragilisés, qui seront exclus si la justice n'est pas à la hauteur. Donc l'institution judiciaire doit s'interroger, mais le pouvoir politique surtout doit mettre en place les dispositifs et les moyens pour le faire. Je veux saluer, alors je n'ai pas repris toutes les problématiques qui ont été posées aujourd'hui, hein, elles ont été absolument nombreuses. La question des principes, moi je crois qu'il ne faut pas permettre de discussion sur les principes, ils sont là les principes, mais ils ne peuvent pas servir de paravent pour justifier que ce contentieux-là ait des résultats aussi dérisoires alors qu'il est massif. Les principes, justement, ce sont les principes qui doivent nous conduire à galoper pour rattraper et faire en sorte que ces contentieux soient traités de façon efficace très vite. Donc les principes de la justice ne sont pas en cause. L'état de droit, est-ce que l'état de droit est en cause? Oui, parfois il est en cause. Parce que l'état de droit, ce n'est pas seulement la démocratie. C'est-à-dire ce ne sont pas seulement les règles qui nous permettent de tenir ensemble. L'état de droit, c'est l'assurance que les abus de droit, notamment par la puissance publique, peuvent être identifiés, contestés et sanctionnés. C'est ça l'état de droit. Donc dans ce contentieux massif en particulier, nous avons à nous interroger sur l'état de droit, c'est-à-dire soit les velléités, soit l'insuffisance de mobilisation des pouvoirs publics exécutifs et législatifs sur l'arsenal juridique, soit en matière d'application de cet arsenal juridique sur l'insuffisance d'implication. Donc cette dimension de l'état de droit me paraît absolument essentielle, et peut-être que justement l'interrogation féministe doit porter davantage encore sur la réalité de l'état de droit que sur un éventuel enrichissement de l'arsenal législatif. Je vais en terminer sans avoir abordé 10% des sujets majeurs qui ont été traités aujourd'hui. Je veux simplement m'adresser en particulier aux jeunes filles, j'ai vu surtout des jeunes filles, mais il doit y avoir des jeunes garçons aussi, des jeunes gens encore étudiantes et étudiants, pour leur dire d'avoir cette exigence en matière de rigueur, en matière de principe, d'avoir cette exigence, mais de ne jamais considérer que l'exigence se détache des problématiques de la société. Et que ces problématiques de la société, elles sont là sous nos yeux. La présidente de la Fondation des femmes, enfin, il a été dit qu'il y a eu des essais de trouver des intervenantes qui pourraient parler d'autres formes de discrimination.
Parce que oui, l'intersectionnalité, c'est le moyen pour nous de combattre toutes les discriminations. Moi, je suis solidaire des discriminations qui ne me visent pas. Et je trouve normal qu'on soit solidaire des discriminations qui me visent. Je suis prête à mettre toute ma force, toute mon énergie, tout ce que je sais et que je comprends au service de discriminations qui ne vont jamais me concerner. Parce que la discrimination elle-même, elle brutalise l'idéal que je porte, elle brutalise l'utopie qui nourrit mes engagements, donc elle est inacceptable quelle qu'elle soit et qui qu'elle vise. Donc toutes les discriminations doivent être traitées de façon solidaire et c'est comme ça qu'on arrivera au bout, c'est comme ça qu'on arrivera à faire disparaître, ou en tout cas à faire l'institution judiciaire combattre efficacement et durablement toutes les discriminations. Voilà, je salue la qualité de cette journée, elle a été absolument prodigieuse. Je parlais de l'ambiance tout à l'heure, qui a été vraiment très, à la fois très, très rude dans l'expression. Merci mesdames pour la qualité de vos propos, chacune. Très courtoise sans arrêt, mais pas la courtoisie affectée. Mon cher collègue, je veux bien vous laisser la parole. Mon cher ami, je désapprouve ce que vous dites, machin. Non, c'était une courtoisie silencieuse, parce que c'est une courtoisie de respect réciproque. Donc je salue tout cela. Et j'ai eu l'impression justement que chacune d'entre nous, qu'il y avait une sororité, une ambiance de sororité dans l'amphi, et que chacune d'entre nous, en fait, est représentative de l'ensemble, voilà, de nous dans la société, de nous en éveil, de nous en lucidité, de nous en mobilisation, chacune d'entre nous. Et si vous m'y autorisez, je veux partager avec vous quelques vers d'un poète mexicain, si vous voulez bien. Je me suis porté 4 lignes encore. Et ce sont les plus belles de mon propos, puisque ce ne sont pas les miennes. Donc, c'est un poète mexicain. Donc, je vais vous le dire en espagnol d'abord, si je m'en souviens, en hommage à la professeure colombienne de ce matin. Una espiga es todo el trigo, una pluma es un pájaro vivo y cantando, un hombre de carne es un hombre de sueño, la verdad no se parte, el trueno proclama los hechos del relámpago. En français, ça donne « Un épi est tout le blé. Une plume est un oiseau vivant qui chante. Une personne de chair est une personne de rêve. La vérité ne se divise pas. Et le tonnerre proclame les hauts faits de l'éclair. » C'est ce que j'ai vu depuis ce matin et jusqu'à maintenant. Merci. Alors, je vais juste vous donner une information importante. On va se retrouver au bar après. Mais avant de vous donner le nom du bar, je voulais remercier vraiment très profondément Sciences Po, évidemment, et toute l'équipe de Présage, Marie Mercade-Brun, et voilà, toute l'équipe de Présage qui était là, qui a énormément travaillé pour ce colloque, avec qui ça a été vraiment un bonheur de travailler. L'équipe de la Fondation des Femmes, évidemment Floriane Volt, un grand bravo. Et puis l'équipe aussi à la communication qui est là, qui a tweeté toute la journée, les bénévoles de la Fondation des Femmes qui nous ont aidés à tout organiser. Voilà, un immense merci. Je suis très fière que cet événement ait eu lieu et j'espère qu'on pourra en refaire d'autres.